Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023 des séjours qui reçoit pour vous le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, les révérends Eric Otsenga, à qui je dis bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Bonjour madame et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment l'Église du Christ au Congo contribue-t-elle aux préparatifs des échéances électorales prochaines en RDC? Disons que l'Église du Christ au Congo est partie prenante, comme vous le savez, à ces processus. À l'heure actuelle, au niveau interne, nous avons organisé des ateliers avec l'élite protestante, composée des experts en matière électorale et d'autres personnalités. Et ces ateliers ont donné lieu à des résultats. En fait, ce sont des rapports des ateliers. Le samedi dernier, le président de l'Église du Christ au Congo, son Excellence Bokundo Abolekabe, le révérend docteur, a reçu les députés, sénateurs protestants et d'autres personnalités. Ceci s'inscrit dans le même cadre de préparatifs parce qu'il était question justement de discuter sur le cahier des charges à accompagner les processus électoraux. Voilà un peu en quelques mots. Donc c'est pour dire à l'interne, il y a un travail qui est fait. D'un côté avec les experts, de l'autre avec les politiques qui sont protestants. Donc les préparatifs vont bon train? On peut dire ça. Jusque-là, nous allons bien et nous continuons à travailler également en intelligence avec ceux qui sont à la diaspora. Mais pourquoi et comment expliquez-vous les duos ECC et Sanko subitement formés à l'occasion de la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante? Non, les duos ne commencent pas avec la désignation des membres de la Commission électorale. Ça remonte à quand? C'est vrai que beaucoup n'ont pas été informés. C'est depuis 2018, autour de mars-avril, il y a une grande délégation qui est venue ici au pays, composée de la délégation du Vatican, du COE, donc le Conseil œcuménique des églises du monde, ainsi que la conférence des églises de toute l'Afrique. C'est à l'issue de cette grande visite internationale des institutions ecclésiastiques au niveau international qu'il était finalement question de remettre sur l'orbite ces duos, puisque après avoir tiré les leçons de l'histoire, on s'est bien rendu compte que les deux églises constituent une force. Donc ce sont des institutions sociales indispensables à la mission prophétique de notre nation, mais aussi au rôle à jouer au niveau de la société civile. C'est à partir de là qu'on a mis en place un secrétariat technique où, personnellement, je travaille avec monsieur l'abbé Cholet. Donc, il faut dire que nous avons accompagné les élections ensemble de 2018. À la différence, peut-être, c'est que c'est juste au moment où le président, l'actuel, arrivait, le président de l'ECC, disais-je, arrivait à la tête de l'Église. Et l'ECC a connu beaucoup de difficultés sur le plan logistique pour sa mission d'observation électorale. Ce qui a fait que nous n'avons pas pu publier, comme la SENCO l'a fait, en fait, nous n'avons pas aligné au nombre exact les observateurs, disais-je. Et c'est ce qui fait que finalement, nous avons travaillé, mais en sourdine. Et après les élections, nous avons continué à travailler. Je vous rappelle aussi que nous sommes déjà ensemble au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Donc là, encore une fois, je suis le délégué de l'ECC comme secrétaire technique. Donc c'est pas subitement que ça a commencé, c'est quelque chose qui remonte depuis longtemps. Alors, il y a eu élection en 2018, mais quelles sont les principales critiques de l'ECC? Bon, les critiques de l'ECC sont à trois niveaux. D'abord, sur le plan technique, là, il faut nuancer pour dire que les élections de 2018, contrairement à celles de 2006 et 2011, ont été techniquement bien organisées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations sur le plan technique, notamment avec la machine à voter, qui a beaucoup plus facilité l'accès et même l'opérationnalité. Il vous souviendra que c'était les élections où on passait moins de temps dans les urnes. Mais la difficulté, c'est à deux niveaux. Au niveau moral, du point de vue moral, ce sont des élections qui ont connu beaucoup de contestations. Déjà au niveau du processus, on a vu comment les attitudes du président sortant étaient de temps en temps en opposition avec les parties prenantes. Nous-mêmes, les CC, avons connu cette difficulté avec lui. Mais au-delà de cela, vous avez aussi constaté que ce sont des élections qui ont connu beaucoup de difficultés du point de vue des confiances. Il y a eu pas mal de soupçons
qui pesait sur la commission électorale. Déjà, comment introduire la machine à voter? Les uns étaient pour, les autres non. Mais la plus grande difficulté, c'est du point de vue des droits. Parce que là, c'est à deux niveaux. Au niveau légal, on a constaté que ce sont des élections qui, pour la première fois dans l'histoire de notre tradition électorale, qui n'ont pas publié des résultats détaillés au niveau de la présidentielle. Et ça, c'est un handicap sérieux parce que même ceux qui compétissent doivent avoir l'idée de comment la cartographie électorale se présente. Nous allons vers 2023. Je salue en passant l'initiative des Actualités CD, puisque vous parlez de l'objectif 2023. Figurez-vous comment ces acteurs, ces animateurs vont se présenter en 2023 sans avoir l'idée de la cartographie électorale. Donc chacun doit quand même savoir quel est le coin du pays où j'ai été beaucoup plus élu, quel est autre où je ne l'ai pas été. Et ça permet de réajuster les tirs finalement et de refaire les choses. Donc ça, c'était quand même criant, tout en rappelant que c'est en violation de l'article 70 de la loi électorale. Donc ça a été catastrophique. Ensuite, nous avons constaté que c'était difficile de publier les résultats alors que la compilation continue encore. Nous avons été nous-mêmes sur terrain, étant surpris de constater que pendant qu'on publiait les résultats au niveau des élections des députés, tant national, au niveau national que provincial, il était bien clair que la compilation n'avait pas encore fini. Donc, sur le plan de droit, dans son aspect légal, ça posait sérieusement problème. Mais aussi sur le plan juridictionnel. Nous avons vu de quelle manière la Cour constitutionnelle a tranché, tant sur le plan de la présidentielle que législative nationale. Vous vous rendez compte qu'au niveau législatif, c'était encore compliqué. Et vous avez suivi avec nous les rendus de la Cour, les revirements. Il rend, pourtant, l'article 168 de la Constitution dispose que les arrêts sont exécutoires et ne font l'objet d'aucune procédure de recours. Mais on a constaté que la Cour était obligée de revenir sur les fonds de ces rendus. Et ça, c'était catastrophique sur le plan des droits. Donc, c'est pour dire à ces trois niveaux, niveau moral, niveau juridique et niveau technique, ces élections ont été quand même à critiquer. Alors, trois niveaux, vous avez basé vos critiques, mais quelles sont les principales propositions de l'ECC? Quant à la réforme, vous voulez dire. Qu'est-ce qui doit être changé à votre niveau? Si nous partons de ces trois éléments, ces trois postulats d'analyse, nous disons d'abord sur le plan éthique, il nous faut des dirigeants qui ont un sens de responsabilité. Nonobstant, je ne mets pas en cause la moralité de nos amis qui ont piloté la chose, mais c'est là où l'ECC pense qu'au-delà de la technicité qu'on reconnaît ou qu'on devrait reconnaître à l'animateur principal de la CENI, il y a exigence d'avoir quelqu'un avec une forte personnalité, avec une notoriété, mais aussi avec un sens diplomatique très poussé. Parce que quand vous êtes à la tête de cette institution, en fait, vous êtes exposé à beaucoup de choses, à des pressions, tant sur le plan politique, mais aussi sur le plan diplomatique. Donc il faut un véritable manager, mais aussi il faut un véritable leader qui soit en mesure de contenir les pressions et de travailler sous stress. Je pense que c'est l'aspect qui dérange beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi, et je pense que vous le serez, que de tous ceux qui sont passés à la tête de la CENI n'ont pas eu de problème de technicité. Mais nous avons plutôt constaté le problème au niveau des rendus des résultats qui malheureusement se rattachent à l'aspect éthique ou moral. Donc pour nous, ces animateurs, le choix devrait tenir compte de cette exigence. Deuxièmement, il y a lieu de revenir sur la philosophie de la composition de la plénière de la CENI. C'est-à-dire d'abord sur le plan de droit légal, il est quand même, je dirais presque mal parti que les législateurs disposent dans cette architecture de la CENI une composition qui part des 6 pour la majorité, des 4 pour l'opposition et des 3 pour la société civile. Pourtant, la CENI, sur la base de l'article 211 de la Constitution, se veut une institution indépendante. On ne peut pas amener la théorie des quotas disproportionnés au niveau de la CENI au motif de la majorité de l'opposition. C'est parti déjà sur une mauvaise base. Si l'on veut que la CENI soit dans l'esprit du constituant congolais, comme étant une instance hautement indépendante vis-à-vis des influences politiques, mais aussi vis-à-vis des citoyens.
Quand on dit l'influence politique, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, même l'opposition et même la société civile. Mais nous disons plutôt qu'elle doit être une institution citoyenne et donc majoritairement pilotée par la société civile. Ce qui fait que pour nous, pour dire clair, nous devons revoir la composition. Au lieu de 6, 4, 3, il faut repenser les choses. De quelle manière? De manière claire, il faut réduire le nombre des politiques parce que ça fait 10 délégués qui viennent des courants politiques et 3 de la société civile. Donc, ce qui fait déjà un déséquilibre. C'est vrai qu'on nous dira, non, quand ils sont là, ce n'est pas au nom des partis politiques, ils deviennent des personnalités indépendantes. Mais écoutez, on sait comment ça se passe dans ce pays. Et on a vu des cas où un délégué d'un parti politique, par exemple, son propre parti lui demande de se retirer, mais il refuse. Mais vous ne pensez pas ceux de la société civile seront aussi manipulés? Ce n'est pas à exclure, surtout qu'on connaît aussi comment fonctionne cette société civile dans notre pays dans sa dimension pluraliste. Donc, je ne suis pas en train de penser que ce serait la société civile qui apporterait... Mais on dirait, vous pensez bien que la société civile pourrait mieux faire les choses que la majorité ou l'opposition? Je voudrais plutôt, au nom de l'Église du Christ au Congo, c'est d'ailleurs le choix et l'option levée, rééquilibrer les jeux. C'est-à-dire, nous ne disons pas qu'il faille, c'est ça notre entendement, angéliser la société civile. Non, nous pensons plutôt qu'il faille partir sur de bases équilibrées. Si c'est équilibré, parce que pour nous, nous ne sommes pas forcément dans l'option de dire qu'il n'y ait plus de politique. Personne ne nous l'accordera, nous en sommes certains. Mais nous disons rééquilibrons. Et donc, deuxième aspect qui doit changer, si vous l'acceptez, c'est au niveau de la loi électorale. Il y a pas mal de problèmes posés à ce niveau. Le président de l'Église l'a dit lors de son mot à l'occasion de la réception des députés. Il faut fondamentalement revenir sur la question du tour. C'est-à-dire, au lieu d'aller à un seul tour qui pose un problème de légitimité des institutions, du point de vue de l'expression des souverains primaires, l'ECC propose que nous revenions à 2 tours. Comme l'a fait le groupe de G13 ou encore le CLC? Oui, on a échangé avec eux. Il y a des aspects où nous sommes d'accord avec eux. Donc, c'est-à-dire nous allons presque dans la même direction sur un certain nombre de choses. Mais où en êtes-vous concernant les pourparlers avec d'autres confessions religieuses par rapport à la désignation de membres de la CENI? Oui, disons que d'abord, vous avez suivi, peut-être c'est les sous-entendus de votre question, qu'il y a eu des difficultés lors de ces jeux démocratiques de désignation des animateurs, en l'occurrence l'animateur principal qui vient des confessions religieuses. Vous savez que ce sont le père de la foi, ce sont des religieux, des hautes personnalités qui ont su surmonter cette difficulté qui d'ailleurs, en notre sens, ne devrait pas se dire ainsi, puisque les problèmes ne s'étaient pas forcément posés entre individus, mais les problèmes c'était au niveau de principes et des perceptions. Mais à ce jour, il faut souligner que nous avons dépassé la question parce que au niveau du secrétariat technique, où moi je représente l'Église du Christ au Congo, nous avons déjà eu 2 ou 3 rencontres. Donc vous avez maintenu les contacts, c'est ça? Les contacts et même les travails, et on est revenu sur l'évaluation de ce qui s'était passé. Les responsabilités ont été établies et on a proposé une nouvelle perspective pour la démarche qui va suivre. Seulement, nous sommes au niveau d'élever une option commune quant à la possibilité des réformes. Les CC, la SENCO appartiennent à un consortium qu'on appelle consortium pour les réformes. Donc nous y sommes avec AETA et Simocel. Là, nous militons pour les forums autour des réformes des systèmes électoraux. D'ailleurs, sauf imprévu, pourrait intervenir en début du mois de septembre. Mais au niveau des confessions religieuses, en tout cas, on a évolué. Tout le monde est d'accord que l'affaire Malonda est restée derrière nous. Ça appartient au passé. Comme l'a dit la SENCO? Oui, ce n'est qu'une voix de la plateforme. Vous partagez donc l'avis? Nous ne partageons pas, c'est cela le point de vue officiel de la plateforme. C'est dire qu'il y a ici qu'il y a eu des irrégularités dans la procédure, tant au niveau de la plateforme qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qui finalement, pour nous, c'est elle qui a vraiment envenimé la situation de la manière d'entériner irrégulièrement cette candidature. C'était pas à votre niveau? Je dis tant à notre niveau qu'au niveau de l'Assemblée. Mais à notre niveau, c'était à l'interne. Ça ne devait pas faire tous ces dégâts parce que c'était encore une procédure interne. Voyez-vous, donc pour nous, on pouvait toujours arranger les choses chemin faisant. C'est plutôt lorsque le bureau de l'Assemblée nationale a dû entériner
par cette procédure que nous qualifions jusqu'aujourd'hui de cavalière. Cavalière parce que le point n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de la session d'ailleurs. Et deuxièmement, il n'est pas passé par les conseils des présidents. Fort encore, la loi exige à ce qu'il y ait une commission qui devrait justement travailler pour vérifier la régularité de la procédure. Et de surcroît, les PV sur la base duquel le bureau s'est penché pour faire valider cette candidature est un PV faux parce qu'il n'a jamais été établi par des personnes habilitées, à savoir le présidium qui a piloté la réunion et les rapporteurs de la plateforme. Mais qui serait derrière tout ça? Bon, vous savez, c'est une question éminemment politique. N'oublions pas, d'un côté, chacun est libre de ses opinions, mais c'est comme nos partenaires qui ont aussi donné en son temps ces points de vue. C'est de leur droit, c'est la démocratie. Ce qui nous a dérangé, ce n'est pas leur option. Monsieur Malonda, c'est un Congolais comme tout autre. Il peut mériter ce que les autres peuvent mériter. Donc le débat pour nous n'est pas au niveau de l'individu. Les problèmes pour nous, c'était au niveau des principes et des procédures. Donc c'est là où nous ne sommes pas accordés, mais le reste, nous disons, c'est de leur droit, comme nous avons aussi le droit de dire non. Voilà un peu. Alors vous avez parlé de plusieurs réformes, notamment dans la loi électorale. Mais à ce stade, quelles sont les réformes les plus urgentes à opérer, selon vous? Le plus urgent qui ne devrait pas donner ou dresser les lits à ce que tout le monde commence à craindre aujourd'hui, donc, comment dire ça, ce qu'on appelle le dépassement du délai constitutionnel, c'est-à-dire le glissement. Le glissement, voilà. Ce qu'il faut craindre, c'est cela. Donc, pour nous, ce qui est prioritaire, c'est d'abord la mise en place de l'équipe CENI. Et cette réforme peut se faire, nous les souhaitons d'ailleurs, au niveau du forum que nous préparons, au niveau du consortium. Mais la deuxième alternative, si ça n'arrivait pas, on peut l'obtenir même par un projet de loi. Je rappelle ici qu'il y a un bon nombre de députés qui ont déjà formulé ces projets de loi. Et en tête des listes, il y a l'honorable Lutundula qui lui a déposé depuis l'année passée. Donc un projet de loi. Donc il y a un raccourci à faire, c'est simplement prendre ces projets de loi, l'examiner au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale et l'adopter. Ça ferait office d'une loi organique complétant et modifiant la loi en vigueur. Et cela permettra que nous ayons déjà une équipe qui mettrait plus ou moins tout le monde à l'aise. Mais rappelons tout de même, pour l'ECC, on ne peut pas avancer sans vider la question de l'audition du rapport. Vous savez que la CENI elle-même a déjà déposé son rapport depuis longtemps. On ne comprend toujours pas pourquoi les bureaux de l'Assemblée nationale ne mettent pas ces rapports en examen et les soumet au débat général. Donc, c'est quand même préoccupant à savoir que jusqu'aujourd'hui, l'État congolais, et notamment la grande institution qui a la compétence constitutionnelle d'évaluer un tel travail, ne le fait pas. Donc, on ne va pas nous bousculer à envoyer des candidats. Pourtant, il y a importance d'auditionner. Donc, pour nous, c'est d'abord, c'est cela les schémas. Commencer par auditionner les rapports de M. Nanga avec toute son équipe et puis ouvrir un débat général. Et après, suivra notamment la possibilité des réponses. Ça sera consécutif, hein, puisque avec les rapports que nous avons de ces élections, un rapport criant, ce serait un allant de soi que nous revenions à la récomposition, si vous voulez bien, de ces bureaux. Donc ça, c'est prioritaire pour nous. À partir de là, on peut accompagner le reste des réformes sans problème avec la nouvelle équipe. Ceci permettra que la CENI soit opérationnelle parce qu'il faut un calendrier. Vous savez qu'on n'organise pas les élections en un jour, il y a tout un processus. Il faut commencer à faire l'enrôlement, sinon identifier les électeurs, il faut nettoyer les fichiers, il y a des nouveaux majeurs. Donc c'est tout un processus qui doit commencer. Et non, il y a plutôt exigence liée au temps, compte tenu du délai constitutionnel. Et pour répondre à cela, il faut que l'équipe déjà de la CENI soit en place. Nous sommes au milieu de l'année, nous sommes déjà en août finissant, bientôt c'est septembre, donc il ne faut plus compter cette année, surtout qu'avec la situation de la Covid. Donc il nous restera pratiquement 2021, 2022. 2023 est l'année électorale. Donc, nous risquons justement d'avoir cette difficulté de faire les choses à la hâte, ce qui est raisonnable aujourd'hui. Et cette probabilité de glissement, comme vous l'avez dit tantôt, la crainte serait de plus en plus confirmée, petit à petit, par rapport au blocage politique. C'est ça la crainte, parce que bientôt ce sera la rentrée parlementaire. Quelle est l'option que nous allons lever? Réforme ou non? Parce qu'il y a des opinions qui sont divergentes.
divergentes. Il y a certaines personnes qui tiennent à ce qu'il y ait d'abord des réformes préalables. C'est notre opinion également. Mais d'autres pensent qu'il faut désigner et sans réforme, on verra après. Mais le risque, c'est que en désignant, nous risquons de ne pas résoudre le problème en entier. Révérend Tsenga, qu'est-ce que vous allez faire si l'Assemblée nationale insiste d'abord sur le fait d'avoir les membres ou les animateurs de la CENI? Et d'autres questions après. Bien, je pense, ça c'est la voie de l'ECC, l'Assemblée nationale n'a pas raison de nous amener dans un schéma de dictats ou de défis. Et nous l'avons déploré, comme je l'ai dit tout de suite, la manière dont le bureau a fait entériner les candidats qui ont été présentés par nos frères des confessions religieuses. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, la politique n'est qu'un moyen. L'important en politique, c'est la finalité. Ce que nos institutions, j'aime bien un auteur qui insiste sur cela, John Rawls, qui dit « Toute institution, meilleure soit-elle, si elle n'agit pas sur le postulat de la vérité et de la justice, elle ne sert à rien. » L'Assemblée nationale n'est pas là pour elle-même. Elle est là parce qu'elle est émanation du peuple. C'est dire qu'au-delà de tous les calculs politiciens, il faut que nos amis qui sont à l'Assemblée nationale, commençant par la présidente du bureau, et tout son bureau se rendent à l'évidence qu'ils sont là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour relayer la volonté d'un parti politique. D'où ils devraient commencer par? Donc, il doit d'abord écouter ce qu'est la volonté du peuple, ce qui est raisonnable, ce qui est légal. Le peuple, c'est vous. Le peuple est un terme générique, mais le peuple s'exprime au travers des lois du pays. Voyez-vous, c'est ce que Rousseau dit. La loi représente la volonté collective d'une société. Nous ne donnons pas une voix particulière comme SCC. Nous exigeons seulement le respect des procédures incluses dans nos lois. Et ça, c'est très important. Et pourquoi nous le disons? Puisque la loi veut que nous commencions par l'audition des rapports. Et pour quelle raison l'Assemblée va dire non, nous fermons les yeux, pas des rapports, pas d'audition, nous commençons par la désignation. C'est cela que nous déplorons. Et nous condamnons du reste. Donc, ce que nous allons faire, c'est rappel, c'est ça notre mission prophétique, c'est de rappeler les uns les autres à l'ordre. C'est de dire, écoutez, ce que vous faites n'est pas conforme à la vérité, n'est pas conforme à la loi. Ça, c'est le premier niveau. Ben, s'ils n'écoutaient pas, si vous voulez bien que j'aille plus loin, nous savons ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, ce pays aujourd'hui est dans une dynamique d'état des droits. Tout le monde aujourd'hui est impliqué, commençant par les chefs de l'État, la magistrature, tout le monde sait. Et donc aujourd'hui, il n'est plus impossible d'attaquer une décision de l'Assemblée nationale. Donc vous pourriez les faire au cas où... Volontiers, très simplement. N'obtempérez pas. Non, obtempérer signifie accepter l'inacceptable. Ça, non. Le CC ne le fera jamais. Donc, aucune décision, si même les ordonnances du chef de l'État peuvent être attaquées, a fortiori, les décisions, les résolutions de l'Assemblée nationale. Lorsque nous trouvons que nous sommes des légalistes, lorsque nous trouvons que l'Assemblée nationale va dans le sens contraire, nous saisirons les instances juridictionnelles compétentes. Et donc voilà, au-delà de ça, nous saurons ce qu'il faut faire. Mais avez-vous des demandes à faire au président de la République ou au bureau de l'Assemblée nationale par rapport justement à la désignation de membres de la CENI? Bon, les lois du pays, la Constitution ont établi les responsabilités dans le principe de séparation de pouvoir. Je ne pense pas que cela émane directement de l'autorité du chef de l'État. La procédure est simple, il y a des composantes qui doivent déléguer, sinon la loi en vigueur est celle-là. Et l'Assemblée nationale n'a que le pouvoir d'entérinement, pas même d'appréciation, et d'entérinement. Et donc, à ce niveau, mais sur le plan politique, le chef de l'État a une responsabilité. En tant que garant des bons fonctionnements des institutions, les CC continuent à lancer l'appel pour lui dire qu'il doit veiller à ce que le pays ne chavire pas. C'est de sa responsabilité d'un bon père de famille. Donc, il va veiller. Il doit nous aider à avoir un cadre formel pour tenir ces assises. J'ai rappelé ici les forums que nous appelons de tous nos voeux pour réfléchir sur la question des réformes électorales. C'est très important. Son prédécesseur le faisait, nous l'avons vu, le chef de l'État sortant, le camarade Kabila, pouvait appeler facilement aux discussions. Et il les faisait, c'était des bons droits. Et cela a sauvé le pays à plusieurs égards. Et je pense que le chef de l'État ne doit pas laisser la situation pourrir pour que les gens se déversent dans la rue, pour qu'il y ait encore mort d'homme.
forme et qu'on commence à prendre des décisions. Il faut anticiper. Et tant que cela s'avère aujourd'hui comme volonté de la société, nous devons aller à des discussions. Et ça, c'est l'appel de l'ECC. Nous appelons aux discussions sincères et ouvertes sur la question électorale. Un autre point, comment analysez-vous les débats politiques ou la bataille politique autour du contrôle de la Cour constitutionnelle, sachant que c'est la haute institution qui valide les résultats finaux des élections? Vous savez, moi, je suis constitutionnaliste. Je suis très mal à l'aise, surtout que mes recherches s'orientent sur la question de la justice constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, je vais donner un élément beaucoup plus technique, c'est au début du XXe siècle que les sociétés modernes, contemporaines si vous voulez bien, ont décidé d'aller dans ce qu'on appelle le paradigme de l'état des droits. Lorsqu'on parle d'état des droits, il y a deux choses importantes. D'un côté, il y a le principe de la séparation de pouvoir par le contrôle du pouvoir par les droits. De l'autre, il y a le principe de la place du souverain primaire. Et la Cour constitutionnelle vient justement matérialiser la démarche de la justice constitutionnelle qui veut soumettre toutes les lois du pays au contrôle de la constitutionnalité, d'une part. De l'autre, soumettre les actes du pouvoir, les actes réglementaires, les décisions ayant force des lois et même les attitudes des autorités au respect des lois. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la Cour constitutionnelle, il faut que chacun se comprenne qu'il s'agit de la plus haute institution, qui n'est même pas dans l'ordre des juridictions judiciaires du pays. On dit qu'elle est sui generis, c'est-à-dire elle a des compétences même sur l'autorité du chef de l'État. Donc, on ne peut pas s'amuser avec cette prestigieuse Cour, madame. Donc, pour nous, nous disons d'abord que c'est une honte pour la République. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si nous n'arrivons toujours pas à comprendre que cette Cour représente ce que nous appelons le sacerdoce étatique. Elle est là pour veiller sur les équilibres du pouvoir politique, sur les équilibres des droits fondamentaux des citoyens, sur les équilibres même des collaborations institutionnelles. Donc on ne peut pas aller jouer là-bas. Cette bataille, nous la comprenons, rentre dans les termes des élections de 2023 parce que chacun sait que dans les déterminants du système électoral, il y a la Cour qui intervient pour déclarer justement la validité des élections. Mais encore une fois, c'est pourquoi j'ai souhaité aller sur l'aspect technique pour faire comprendre cette Cour, quoique éminemment politique, mais elle nous aide tous. Et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont dans l'opposition, et tout, justement, on ne peut pas jouer avec la justice, on doit garantir son indépendance, mais au-delà de l'indépendance classique, reconnue et dévolue à la justice, la Cour a une sensibilité, madame, c'est elle qui matérialise ce que nous appelons l'état des droits. La session parlementaire ordinaire s'ouvre en septembre prochain. Quelle démarche attendez-vous mener? Nous savons que principalement la session est budgétaire, mais puisqu'il y a des questions qui n'ont pas été vidées à la session de mars, éventuellement, Madame la Présidente voudra bien, l'honorable Mabunda, rappeler, j'imagine que cela sera le cas. En l'occurrence, la question autour de la Cour constitutionnelle qui, jusque-là, est celle de la CENI. Donc, ce sont les deux questions majeures et nous sommes bien préparés en ordre de bataille au niveau de l'Église du Christ au Congo. Je vous ai fait savoir que le président a déjà aligné les troupes de notre côté et nos techniciens, nos experts, l'élite protestante d'ici et de la diaspora travaillent d'arrache-pied. Et ce samedi encore, elle va se retrouver pour un travail technique. Et donc, techniquement, nous sommes préparés. Politiquement, également, nous sommes préparés. Spirituellement, nous sommes préparés. Sur tous les points, vous êtes préparés. En tout cas, bien préparés pour affronter les événements de septembre. Ce sera ma dernière question. Comment jugez-vous la démarche du groupe de 13 personnalités? Républicaines, ce sont des citoyens. Mais la particularité, c'est de reconnaître qu'ils ont eu à transcender leurs différences. Vous savez, c'est un groupe composé de ceux qui sont de la majorité, enfin, j'allais dire, du CACH, FCC, opposition. Nous avons salué parce que l'excellence, son excellence, le révérend docteur Bokundoa les a reçus en audience et leur a transmis ses félicitations pour dire c'est ce que nous voulons pour la République. Arriver à transcender nos différences. Puisque vous avez quelques points de convergence? Pas forcément, c'est d'abord
d'abord la capacité de transcender les différences. Que l'un soit de l'opposition, l'autre du pouvoir, mais qu'ils mettent au centre l'intérêt de la République. C'est ce qui nous intéresse. Le point de vue, vous savez, dans une République comme la nôtre, il faut savoir laisser la liberté aux opinions d'émerger et de dégager les options nécessaires pour réinventer la nation. Et ça, c'est très important. Avez-vous un mot de la fin? C'est remercier Actualité CD et l'encourager davantage pour cette louable initiative. J'étais surpris d'entendre Objectif 2023. Ça suppose que vous êtes aussi rangé en ordre de bataille, mais aussi appeler les Congolais au nom de l'Église du Christ au Congo à ne pas être distraits, surtout les protestants de tous bords, d'ici et de la diaspora. Vous savez, nous sommes à 40 millions de membres ici au pays. C'est sinon parmi les plus grandes forces du pays. Et que les protestants soient éveillés et qu'ils sachent que le destin de ce pays est entre nos mains. Nous passons les salutations du président de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur Bokundo Abolikabe, à toutes les institutions du pays, à tout le peuple congolais. Révérend Eric Tsenga, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. Cette émission est terminée. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.